Merci beaucoup Vincent. Donc Marie Petit-Queneau, moi je suis responsable pour l'égalité au niveau d'Europe du Sud et centrale. Et je m'occupe en particulier en France des sujets de talent. Donc comment est-ce qu'on amène des gens vers la tech? Alors évidemment, on en parlera davantage. Salesforce, pour ceux qui éventuellement ne connaissent pas, nous sommes une grande entreprise américaine présente en France depuis près de 20 ans. Et on accompagne les entreprises dans la transformation de la relation à leurs clients. C'est-à-dire la façon dont en fait ils réussissent à agréger de la data et être plus efficaces, plus proches de leurs clients pour mieux vendre. Bonjour à tous, donc Marie Legrette, moi je suis donc responsable de solutions business partner chez Banque Populaire. Et donc nos grands enjeux, on va en reparler juste après, c'est bien sûr d'accompagner le développement d'activités de nos clients et notamment d'accompagner les grandes transitions. Et là, plus spécifiquement aujourd'hui, donc la transition digitale. Du coup, j'en parlerai un peu plus après. Merci, Géraldine. Bonjour à toutes et à tous, je suis Géraldine Frobert, je suis la directrice générale de la Chambre de commerce du Val-de-Marne et j'ai également pour rôle d'animer la coordination régionale pour la Chambre de commerce Paris-Île-de-France de tout le numérique avec l'équipe des digiteurs dont nous parlerons tout à l'heure. Merci. Eric. Bonjour, je suis Eric Sénéchal, Managing Director de PrestaShop. PrestaShop, c'est une solution e-commerce open source qui est un acteur important dans le sujet de la digitalisation des commerçants et qui est une solution leader sur l'Europe latine, on va dire, et l'Amérique latine notamment. Merci. Alors, pour rappel, dans le baromètre, on a vu avec Cyril tout à l'heure les 42% des entreprises qui introduisent dans la formation, les TPE, on était à 70 sur les entreprises de plus de 20 salariés. C'est donc un des sujets clés dans nos 7 ans, la formation. Et puis, dans le sondage, il y a les besoins sur l'accompagnement. Et la banque, apparaît comme le premier acteur en termes de demande d'accompagnement des commerçants. Pour le coup, tu vas avoir l'honneur de commencer cette table ronde. Quand on est une banque, comment se déroule cet accompagnement des commerçants et de vos clients à la transformation digitale et à l'e-commerce? Merci pour la question. Et effectivement, je pense que déjà, c'est une belle reconnaissance aussi des travaux engagés et puis de l'engagement des équipes aussi sur le terrain. Je l'évoquais tout à l'heure. Notre mission aujourd'hui, c'est d'être partenaire du développement d'activités de nos clients. On voit que le digital, ça a pris un pas sensible depuis ces dernières années. Et donc, nous, on a un enjeu fort à accompagner cette transition digitale du coup de nos clients. Et c'est vrai que l'accompagnement, on le veut aujourd'hui assez global. On l'a vu, il y a un vrai besoin d'accompagnement. Et donc, comment nous, au niveau de la banque, on acculture, on accompagne nos clients sur ces enjeux et d'identifier avec eux les leviers finalement qui sont en capacité d'aller actionner et bien entendu ensuite de les conseiller, de les accompagner dans la mise en place opérationnelle des solutions adaptées grâce à l'expertise de nos conseillers et bien sûr aussi de nos partenaires parce qu'on s'appuie aussi sur l'expertise de nos partenaires. Concrètement, je vais vous donner quelques exemples, ça fait partie d'un dispositif global, mais des exemples très concrets qu'on a pu mettre en place ces dernières années, ces derniers mois. Premièrement, des modules d'initiation aux outils digitaux. Donc, c'est des modules de mini-formation qu'on a mis en place avec l'ensemble des équipes Banque Populaire sur notre site. Vous pouvez d'ailleurs aller les consulter si vous le souhaitez, mais voilà, qui permettent à l'ensemble des professionnels, commerçants, d'aller s'auto-former entre guillemets, mais en tout cas d'aller identifier quels sont les leviers qu'ils peuvent actionner sur 3 thématiques. Sur la partie développement de la visibilité sur le web, sur la partie vente en ligne, je crois que c'était un des sujets, voilà, on crante en fait d'année en année aussi la partie accompagnement sur ce sujet, et aussi la connaissance client et la fidélisation client. Donc voilà, ces 3 thématiques sont aussi des modules qu'on a voulu aussi travailler en synergie avec nos partenaires, avec notamment aussi les CCI, le mettre en place aussi avec les organismes professionnels, donc voilà, pour permettre aussi à leurs adhérents de pouvoir y accéder. Ça, c'était un des premiers points. Et on voit aujourd'hui que du coup, il y a un besoin d'aller un peu plus en personnalisation parce que nos clients ne sont pas forcément tous digital natives, ou en tout cas n'ont pas forcément une maturité digitale qui est identique d'une activité à une autre. Donc là, on a aussi travaillé avec notre partenaire Régicom, qui est notre partenaire qui met en place nos solutions e-commerce, de pouvoir proposer un diag digital à l'ensemble de nos clients dès qu'ils deviennent clients Banque Populaire, pour leur permettre d'avoir un échange dédié, personnalisé avec un expert qui va permettre de faire un bilan de sa présence digitale. Et donc, effectivement, en fonction s'il est déjà créateur, établi, s'il est dans le secteur des services ou des biens de consommation, on ne va pas être forcément sur les mêmes leviers à actionner. Et donc, il va pouvoir bénéficier de recommandations. Et puis ensuite, en fonction de son souhait de mise en place, il va pouvoir le mettre en place.
Et je terminerai juste, parce que je sais que le timing est compté, je vais laisser la place à mes petits copains. Mais voilà, juste se dire que ce sont des éléments en complément de toutes les initiatives et de tout l'engagement des équipes Banque Populaire en région, parce que c'est 12 banques populaires régionales, et qui sont à la manœuvre tous les ans aussi pour organiser des événements en lien avec les partenaires locaux, avec les clients, sur justement cette thématique de transition digitale, à travers par exemple des petits déjeuners e-commerce, des digital days, enfin voilà, tout cet écosystème qui fait que voilà, on est en capacité d'aller aussi accompagner en proximité nos clients. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous partager. Merci. Tu as évoqué écosystème. Dans le top 3 des accompagnants des entreprises, il y a les CCI qui apparaissent. Quand on est donc une CCI et puis les éléments transverses aux différentes, comment vous accompagnez aujourd'hui les commerçants, dont c'est le cœur de métier pour vous? Alors, je pense qu'il faut se replacer un petit peu dans l'histoire. Quand on a commencé à travailler sur le numérique il y a presque 10 ans maintenant, on a créé la marque Les Digiteurs. Le rôle de la Chambre, c'était de faire le marketing des idées en disant le numérique, c'est quoi? Parce que personne, il y a 10 ans, souvenez-vous, était bien branché là-dessus. Aujourd'hui, on a complètement changé radicalement notre position parce qu'on a su aussi, et le baromètre Axel fait partie des baromètres qui nous permettent de comprendre les besoins. On ne parle pas de l'offre, mais on parle du besoin du client. C'est de s'adapter et on a recruté, il y en a là 2 déjà, il y a Jérôme, Naomi, des experts qui sont vraiment très bons dans leur domaine, que ce soit la visibilité, le CIO, le contenu, les réseaux sociaux. On n'est plus des généralistes, on est des spécialistes. Donc ça, c'est vraiment un changement de posture, ce qui fait que quand on va voir un client, on est capable de faire un diagnostic général, mais aussi d'aller très loin dans l'élaboration d'un plan d'action. Et ça, c'est ce que nous demandent nos commerçants. Deuxième niveau, la proximité. On est d'ailleurs partenaire de la Banque Populaire Rive de Paris et de la Bred. On est là. Il y a 8 chambres de commerce et chacun est sur son territoire en proximité des villes avec qui nous travaillons pour identifier les commerçants qui en ont besoin et surtout aller sur le terrain. Moi, j'étais hier à Chevilly-la-Rue avec la ville pour dire qu'est-ce qu'on fait dans le centre-ville pour dynamiser la visibilité de la ville. Donc, on va travailler avec les commerçants, mais aussi avec les partenaires. Et PrestaShop, qui se présentera tout à l'heure, fait partie des offres de services. Et l'originalité de ce qu'on a fait ces dernières années, et j'en suis très fière parce que j'ai toute l'équipe là, Sharon, Lucie, Mathilde, Anissa, l'animation des digiteurs, c'est que nos conseillers voient des boîtes, des TPE, des commerçants disant écoutez, Madame Frobert, il faut vraiment développer de tels plans d'action, il faut y aller, c'est formidable. Mais après, le commerçant dit mais comment je fais? Avec qui? Comment? Combien ça va me coûter? Avec qui je vais discuter? Donc, on s'est dit on va permettre d'identifier des prestataires, et non pas des solutions, on est dans la prestation, hein, on verra pour les solutions une autre fois, mais là, des prestataires. On a labellisé, avec un modèle très strict, 50 prestataires sur le territoire d'Île-de-France, parce que moi je parle pour l'Île-de-France, qui sont capables de répondre à tous ces besoins des commerçants. Et on a mis sur lesdigiteurs.fr un outil pour faire un brief. Moi, je ne connais pas les mots du cru. Je suis un commerçant, je ne sais pas comment exprimer mon besoin. Mais on a un guide pour faire un brief qui va aboutir à un PDF qui est une demande de devis. Et cette demande de devis, elle va soit chez un prestataire que je connais par ailleurs, soit à l'intérieur des digiteurs pour demander 3 devis à des prestataires que j'aurais choisis, soit dans le 95, même si je suis dans le 94, je choisis qui je veux. Les prestataires sont nos partenaires et vont répondre aux clients, enfin aux prospects, pour lui proposer une prestation. Je reçois, moi, Madame Frobert, je reçois mes 3 devis. Je me dis, il y en a un, c'est 5 000, l'autre, c'est 500, l'autre, c'est 50 000. Qu'est-ce que ça veut dire? Nos conseillers regardent, analysent le devis avec le client, et c'est lui qui va bien sûr faire son choix. 1, j'ai la bonne question. 2, j'ai le bon prestataire. 3, je me passe à l'action. Parce que notre problème, c'est que les entreprises doivent passer à l'action. Les commerçants sont très pusillanimes, vous savez, sur la partie comment je me lance. Deuxième point, et on y viendra peut-être un peu plus tout à l'heure, c'est faire rentrer la culture du numérique chez les commerçants. Ce n'est pas tous des geeks, hein, faut être clair. Pas plus que moi. Sauf qu'à un moment donné, il faut y aller. Et ils sont maintenant convaincus. Donc, on a créé, il y a très peu de temps, une plateforme qui s'appelle Vite un emploi et qui est spécialisée dans la mise en relation entre des entreprises et des alternants. On va y revenir après. Voilà. Donc, j'ai mon besoin, je sais ce que je veux faire et je suis mise en relation et accompagnée
par un partenaire professionnel et un partenaire privé. Voilà ce que nous, on a mis. On a été très pragmatique et je crois qu'aujourd'hui, on va, je l'espère, trouver des commerçants un peu plus dynamiques sur la mise en œuvre. Et pas ils sont très velléitaires, mais il faut y aller. Donc une posture de tiers de confiance. Tout à fait. On est tiers de confiance. Sur l'ensemble de nos prestations, on est tiers de confiance. Et sur le numérique, on avait besoin de cette intermédiation des conseillers. Merci. Eric, quand on déploie un logiciel d'e-commerce, j'imagine que le business ne s'arrête pas au déploiement du logiciel, que l'accompagnement, la formation de tous ces nouveaux e-commerçants. Quelle place tient donc la formation dans l'ensemble de votre stratégie chez PrestaShop? Alors, j'aimerais bien rebondir sur vos propos. Effectivement, je pense que ça fait écho avec un chiffre qui était diffusé tout à l'heure sur le besoin d'accompagnement, plus 7 points, on arrive à 31%. Donc, il y a vraiment la conscience qu'il faut se faire accompagner pour réussir. Et je pense qu'effectivement, la CCI est un vecteur en tout cas, un intermédiaire de confiance. Et on a pu faire un certain nombre de PrestaShop Connect, d'opérations avec des CCI, où effectivement, c'est une performance collective. Le e-commerce, c'est aussi un e-commerçant qui est bien accompagné. Alors, la formation chez PrestaShop, et tu le dis très bien, démarrer son site, contrairement aux années 2000, créer son site, maintenant, c'est assez simple. Réussir son aventure, elle est beaucoup plus complexe, en fait. Il faut exister sur le web. Donc, il faut travailler ces canaux d'acquisition, qu'ils soient référencement naturel ou référencement payant. Il faut transformer le trafic. Le trafic, il nous coûte cher, mais il faut arriver à transformer un visiteur en marchand. Et c'est toute une somme de compétences, finalement, que le marchand, quand il se lance dans cette aventure, il n'a pas. Donc, PrestaShop, c'est PrestaShop Academy derrière. Nous, on est des partenaires de la réussite de nos marchands. Alors, nos marchands, en fait, c'est un grand mot, en tout cas des utilisateurs de nos technologies. Il y a quand même 300 000 marchands dans le monde qui utilisent la technologie PrestaShop. Et notre objectif, c'est d'accompagner sur toute leur phase de croissance, du démarrage, passer le premier palier de j'existe sur le web et je convertis mieux. Et donc, c'est toute une batterie de formations qu'on a, des cours, des solutions en ligne, d'e-learning, pas seulement sur l'utilisation de l'outil, mais sur vraiment les enjeux du e-commerçant pour réussir son aventure. Et puis après, on s'appuie bien sûr sur un écosystème, c'est le maître mot, des écoles, on en parlera plus tard, mais aussi des agences spécialisées dans leur métier, le marketing, la tech, par exemple. Tu places où le curseur stratégique de la formation pour toi après la tech, entre guillemets? C'est ton deuxième, troisième pilier? C'est quelque chose qui est essentiel chez vous? L'accompagnement de nos marchands est essentiel. Ouais. Et donc, la formation est un pilier essentiel de la croissance de nos marchands. Il faut qu'ils soient, on va dire, avertis. Je vais dire éduqués, mais c'est plutôt avertis et formés parce que le e-commerce, c'est un sport de haut niveau. On a des acteurs qui sont hyper puissants, qui mettent la barre très haute. Donc, notre objectif, c'est de fournir les meilleures technologies, mais que nos marchands sachent l'utiliser, en fait. Donc, il faut les former aux technologies. Et puis, on en parlera peut-être sur une conclusion, mais on a des technologies émergentes ou émergées sur l'IA générative et comment on accompagne ces marchands justement pour l'utilisation de modules qui existent déjà, d'ailleurs, sur nos marketplaces. Utiliser l'IA générative pour optimiser sa fiche produit, c'est déjà le cas pour les marchands PrestaShop. Il faut simplement les accompagner. Parce que ce n'est pas magique, il faut bien poser les questions, il faut bien utiliser les outils pour être performant. Merci. Alors ces marchands, on l'a vu dans le baromètre, déploient de plus en plus des outils de la connaissance client, en dehors de l'e-commerce, la connaissance client. Et là, je vais me tourner vers Salesforce, l'autre Marie. Vieille image de Salesforce, grand compte, inaccessible pour les TPE, PME. Les choses ont un peu changé en termes de rachat, de déploiement et de tout ce que vous avez lancé ces dernières années. Aujourd'hui, quelle est la place de la formation vis-à-vis de vos commerçants, vos clients, sur tous ces sujets-là chez Salesforce?
Merci Vincent de poser la question comme ça parce qu'on a une image de grand groupe et pour autant, on a tous dans nos PC l'image de la toute première feuille que Marc Benioff a écrite quand il a créé la boîte. Et il se trouve qu'il s'adressait aux petites entreprises parce qu'il venait d'Oracle et il avait envie d'ouvrir un autre marché. Donc en fait, historiquement, Salesforce est plutôt fait pour les petites entreprises et pour avancer de manière exponentielle sur le rapport à leurs clients. Alors évidemment, entre-temps, on a progressé vers beaucoup de grands comptes et peut-être il y a plus de visibilité, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est aussi natif sur ces petites entreprises. Et si je reviens évidemment à ce pourquoi on est ici, la question c'est comment est-ce qu'on accompagne les commerçants dans leur transformation et un peu plus qu'effectivement avoir un site, ou, enfin, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire au fond la technologie en tant que telle, si elle n'est pas adoptée. Et donc comment est-ce que c'est une transformation qui est évidemment plus large, pour laquelle il y a des nouveaux vocabulaires, des nouveaux réflexes sur un business qui est le leur. Nous, on a des atouts assez puissants chez Salesforce. On aborde une plateforme qui s'appelle Trailhead, T-R-A-I-L, et puis Head comme la tête, qui est une plateforme d'e-learning qui est gratuite, qui est gamifiée, qui à la fois commence à débroussailler tous les enjeux du digital, du commerce, de l'e-commerce, jusqu'à Salesforce et jusqu'à les certifications que vous pouvez obtenir et même manipuler sur des environnements, comment vous pouvez être administrateur, développeur. On a aussi donc un environnement nous, qui est low-code, no-code. Hein, chez Salesforce et dans l'écosystème, c'est 65% des métiers qui sont low-code, no-code. Donc on peut quand même imaginer qu'il y a une accessibilité plus grande. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'est pas un GAFAM, parce qu'on est très ouvert, parce qu'on a des partenaires sur notre plateforme qui sont ouverts. Et puis aussi via Trailhead, mais parce que c'est la tech, on a développé des modèles de formation en fait assez innovants et aussi assez courts. C'est-à-dire en fait pour être certifié Salesforce sur les toutes premières, mais il suffit de quelques mois. Alors pas quelques mois tout seul souvent, il faut être accompagné, mais enfin quelques mois. Et puis on a développé des formations en présentiel et en distanciel. Alors, c'est pas complètement original aujourd'hui. On a été dans les premiers à investir chez Open Classroom. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et ben, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'est-à-dire qu'on se dirige vers les plus jeunes publics. Donc, on développe avec les écoles, que ce soit des plus jeunes, puisqu'on a, par exemple, on est très présent avec Pitech, vous savez, c'est ce programme Obama pour apporter de la compétence digitale à des jeunes lycéens. Et d'ailleurs, cette compétence digitale et cet accompagnement en tant que tel leur permet d'avoir de meilleurs succès au bac, ce qu'on trouve chez Salesforce. Beaucoup de gens sont très engagés dans le cadre du modèle de mécénat. On a aujourd'hui chez Pitech, on est sur un lycée en France qui est un peu le lycée professionnel du digital, qui est Gustave Ferrier. On a 80 collaborateurs qui chaque année sont très impliqués. Et puis on a un beaucoup plus vaste programme qu'on appelle Student and School, qui est d'apporter aux étudiants ce qu'est le digital, comment on peut s'y projeter, parce qu'il y a des étudiants qui en fait sont pas complètement dans ce secteur, comment on peut s'autoriser à, est-ce qu'il faut être jouer aux jeux vidéo par exemple, ce qui ne sont pas mon cas, jusqu'à des formations qui sont certifiantes avec des accords. Et puis à nouveau, je vous ai parlé de Pitech, mais ça va jusqu'à l'ESSEC, en passant par beaucoup d'écoles qui sont évidemment partout en France, et pas que à Paris. Et puis ce qu'on fait aussi, c'est qu'on s'appuie sur ce que la France offre de grand et de beau, je pense qu'on peut se le dire, c'est-à-dire le financement des formations pour des gens qui sont en reconversion ou en recherche d'emploi, avec la préparation opérationnelle à l'emploi. Moi, j'ai lancé en arrivant, avec l'aide du réseau de femmes chez nous, l'opération 1000 femmes dans la tech, qui vise à sourcer, convaincre aussi 1000 femmes de rentrer dans le secteur de la tech par la compétence Salesforce. On s'est donné 2 ans pour le faire avec nos partenaires et nos clients qui ont levé la main. Il n'y avait pas d'argent en jeu. On a décidé qu'on mettait du focus dessus. Aujourd'hui, ça fait 1 an. On a 650 femmes qui ont un emploi. C'est en moyenne le double d'enfants qui voient leur maman qui, au fond, retrouvent un avenir, une envie. Et pour reboucler sur ce que vous disiez en présentation, c'est qu'au fond, la question, c'est l'adoption de la technologie. Et au fond, moi, je vois beaucoup mon boulot dans le fait d'élargir l'accès à des gens parce que la transformation numérique, elle n'est pas seulement les jeunes qu'on embauche, et on l'a vu, parce qu'ils sont natifs sur Twitter, ce qui est, à mon avis, même pas une question de techno, mais beaucoup plus une question de sensation, de réflexe, de culture. Mais c'est aussi se rendre compte que cette transformation numérique, elle laisse énormément de place à des métiers qu'on ne sait pas trop là, qui sont en fait les métiers fondamentaux du rapport au client, c'est-à-dire le client de commerçants qui ont des clients, qui essaient de comprendre le besoin, qui essaient de ce que vous disiez sur la CC, c'est-à-dire de traduire au fond. Et au fond, ces métiers-là, ils ne sont pas des métiers de techos, comme on dit, et il y a la place pour tous les techos de la Terre, tant mieux. Mais en tout cas, ça permet d'ouvrir l'espace pour des personnes qui ne savaient pas peut-être qu'ils avaient une place dans ce monde-là. Et je pense qu'en le reliant avec le commerçant, et même peut-être le petit commerçant de quartier, mais des commerçants plus grands, je pense qu'on reboucle quelque chose de l'ordre qui ouvre une nouvelle ère inclusive, et pardon si le mot est banal, mais je dirais ouvert en tout cas. Merci, tu viens d'évoquer la reconversion et le digital comme nouvel horizon. On a vu dans le baromètre qu'avant ça, c'était les jeunes qui étaient la première source de recrutement et le moteur de la transformation. Eric, donc au-delà de la formation des utilisateurs,
quelle place vous donnez à la jeunesse, aux écoles, comment vous travaillez à travers la formation. Là aussi, une présence différente et des partenariats parfois plus surprenants. Alors la place aux jeunes, elle est effectivement importante parce qu'ils nous amènent finalement une adoption naturelle des nouveaux usages. Et effectivement, quand on est dans une logique de recrutement fort, ce qui est le cas chez PrestaShop, hein, on a finalement doublé nos effectifs en 2 ans. Les jeunes talents, ils sont très présents chez nous. Néanmoins, on l'a vu tout à l'heure, on faisait une référence à la loi de Moore, la connaissance, elle évolue très vite. Et donc la formation, elle est clé chez nous, elle est clé chez les jeunes talents. Donc on s'implique dans des écoles, et tu le sais très bien, on envoie des formateurs sur les sujets e-commerce. Je voudrais citer aussi une initiative qu'on a. On est très impliqué auprès du label Emmaüs dans le label école sur les logiques de reconversion. Donc effectivement, on va être présent auprès de label Emmaüs sur cette initiative-là. On va aider sur la conversion dans le domaine du e-commerce, et ce qui va nous permettre aussi de recruter des talents dès l'école. Et c'est très important pour nous. On est e-commerçant chez PrestaShop, et donc on doit se former aussi. Et donc la place de la formation pour les jeunes talents, mais pas que, mais pour nous aussi, un peu plus, on va dire expérimenté. On a besoin de formation, et le budget formation chez PrestaShop est assez important sur toutes les composantes e-commerce, puisqu'on est e-commerçant, et puis aussi sur la tech. Les technologies, elles évoluent très fort. Et comment sur les développeurs, sur nos logiques méthodologiques, sur le management des personnes aussi, comment on se réinvente, on a tout un programme de formation. Donc la formation, elle est au cœur de notre transformation. On s'applique à nous-mêmes, on essaie de ne pas être les cordonniers les plus mal chaussés. Et donc notre présence notre accompagnement sur les écoles nous permet aussi de nous réinventer. On se nourrit d'initiatives dans certaines écoles. J'ai cru comprendre que, par exemple, à l'EFAP, l'utilisation d'IA générative lors de contrôles est fortement recommandée, voire même obligatoire. Moi, c'est inspirant. Et c'est inspirant, c'est sur l'effort de formation que nous aussi, on doit s'appliquer, notamment sur la révolution qu'on est en train de connaître. Donc, la formation au cœur, les jeunes talents, bien entendu, et on est très proche des écoles, et tu le sais très bien. Alors, tu l'évoques, par exemple, juste pour information, les 300 étudiants de notre MBA, ils n'ont pas de partiel sur l'e-commerce. Ils passent la certification PrestaShop. Donc, ils ne rentrent pas chez eux en disant « chouette, j'ai 17 sur 20 ». Ils partagent sur LinkedIn leur certification PrestaShop Academy. En termes d'employabilité, c'est un peu autre chose que 17 sur 20. C'est ça qu'on a pu partager ensemble, et je t'en remercie. Et j'espère que plein d'autres écoles vont déployer ça, parce qu'en fait, plus on aura de gens formés sur le marché de talent, plus l'ensemble des commerçants s'y retrouveront. Merci. On verra, on reparlera de l'IA tout à l'heure. Géraldine, on a vu, ça y est, on accompagne bien les gens, mais il y a les jeunes et puis vite un emploi. Alors, tu as spoilé, qu'est-ce que c'est que vite un emploi? J'ai spoilé un peu, mais les écoles sont toutes à la recherche d'entreprises pour placer leurs alternants, maintenant, parce que l'alternance est très développée. Mais à l'inverse, nos entreprises recherchent désespérément des talents qu'elles pourront intégrer dans leurs entreprises. Donc, on a là aussi développé un outil pragmatique et, je l'espère, utile, puisqu'il vient d'être lancé il y a quelques semaines à peine. Et ce site s'appelle Vite un emploi. Il est particulièrement dédié au placement des jeunes, stagiaires, alternants. À la base, nos conseillers de terrain récupèrent les demandes des entreprises au travers de leurs rencontres ou les clubs d'entreprise, les associations de commerçants, les organisations professionnelles. Donc, on est en relation avec cet écosystème et on intègre ces demandes. À l'inverse, on est en relation avec les écoles pour proposer des talents et faire le matchmaking. Ça, c'est vraiment, je crois, d'utilité.
Deuxièmement, on a quand même, nous, des écoles que vous connaissez tous et toutes. Ce sont les écoles HEC, ESSEC, CP Europe, Gobelin, qui sont des grandes écoles dans lesquelles il y a des cursus très approfondis maintenant sur le numérique. Et à l'ECIT également, on avait lancé, et ça a marché très très bien, on le refera certainement, un dispositif qui s'appelait Adopte ton dev. Bon, ça c'est l'équipe qui avait copié sur voilà, oui. Adopte ton dev pour que les boîtes rencontrent des jeunes développeurs pour faire leur stage ou leurs alternances. Et on avait fait une sorte de B2C, enfin de rencontre qui avait bien marché parce que les jeunes pouvaient prétendre faire des tests, montrer ce qu'ils étaient capables de faire. Donc c'est aussi par la pratique. On a aussi une politique RSE à la Chambre avec le processus de PEC, hein, des emplois compétences. Moi, j'ai embauché 6 jeunes et on les a formés au métier de conseiller numérique. Ça n'a pas été sans mal, mais au bout du compte, sur les 5, il y en a 4 qui ont trouvé un job ou qui sont retournés à l'école étudier. Donc là, on est sur vraiment du dur. Et moi, j'ai un rêve, entre guillemets, c'est de créer un groupement d'employeurs du numérique pour les jeunes. Et parce qu'on s'aperçoit que placer des jeunes, ce n'est pas facile dans le premier emploi. Et pour un commerce ou une TPE, avoir quelqu'un à plein temps, ce n'est pas non plus très intéressant parce qu'on n'a pas la surface de travail utile. Mais partager, comme le propose un groupement d'employeurs, hein, ça se fait un peu partout, du temps, de l'expertise et aussi avoir une vision un peu plus large que sa propre entreprise. Quand on travaille pour 5 ou 6 boîtes, ce n'est pas la même chose que d'être focalisé sur la problématique d'une seule. Moi, j'y crois beaucoup. Et ça, c'est un des objectifs de l'année prochaine, c'est de travailler sur ce projet-là. On a déjà pris rendez-vous ensemble pour avancer sur un très, très beau projet. N'hésitez pas à vous manifester auprès de l'Axel ou directement auprès de toi. On va revenir à la banque. La place des jeunes talents, des relations avec les écoles et de la formation chez vous. On n'est pas toutes les entreprises forcément sur des croissances énormes en termes de recrutement, mais le renouvellement, de toute façon, du vieillissement de la société française fait qu'il va bien falloir séduire les jeunes talents, sinon ils ne vont pas venir. Et puis, attention aux jours de télétravail, hein, je vous préviens, parce que je les ai, hein, donc je vous confirme. Quoi 5 jours Et des très grandes marques qui refusent. Un truc incroyable. Alors, revenons au sujet. Quelles sont les stratégies déployées pour les jeunes talents ? En fait, Banque Populaire, la formation au sens large, de toute façon, c'est un incontournable. Et on le voit bien, justement, avec ces transitions. On a aussi, nous, une symétrie d'intention. C'est-à-dire que pour permettre à nos conseillers d'aller accompagner leurs propres clients sur ces sujets dont ils ne sont pas experts. Aujourd'hui, nos conseillers ne sont pas des experts du e-commerce. Mais pour autant, on se doit de leur apporter eux-mêmes toute la culturation, les enjeux pour leurs clients, de quelle façon on va pouvoir les accompagner. Et nous aussi, en tant que banque, en termes de solutions innovantes, en termes de paiement, on a parlé beaucoup de solutions e-commerce, de sites, mais on a aussi toute la partie d'innovation en termes de paiement à distance, paiement en proximité. Donc voilà, permettre à nos collaborateurs d'avoir à disposition tout ce bagage, on va dire, de formation qui va leur permettre après d'être à l'aise pour en parler simplement, encore une fois, parce que voilà, faut essayer de rendre le sujet aussi, de le vulgariser au maximum et de pouvoir accompagner au mieux nos clients. Je rebondis par rapport aux jeunes, on évoquait les jeunes, donc la formation, elle est bien sûr pour l'ensemble des collaborateurs, mais c'est vrai que là où nous, on voit quand même une différence, c'est que voilà, nos conseillers, on a beaucoup de jeunes conseillers, bien sûr, qui nous rejoignent dans l'aventure Banque Populaire, et on se rend compte qu'ils sont effectivement plus à l'aise peut-être que d'autres de leurs collègues sur ces sujets d'accompagnement à la transition digitale, parce que pour eux, sûrement un sujet beaucoup plus intrinsèque, ou en tout cas qu'ils expérimentent plus largement dans leur sphère peut-être privée. Et du coup, voilà, c'est un vrai plus, en tout cas pour eux, dans l'approche qu'ils ont avec leurs propres clients en proximité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment identifié. Et je bascule un tout petit peu, parce que c'est peut-être un tout petit peu en parallèle de ce que tu évoquais, mais tu parlais du coup de transformation digitale. C'est vrai que nous, au niveau de la banque, on est forcément impacté aussi par cette transformation digitale. Ça impacte nos parcours, ça impacte ce qu'on appelle, nous, l'omnicanalité. Comment on fait en sorte que nos conseillers puissent toujours mieux accompagner nos clients, donc en termes de formation, mais aussi d'outils.
Et donc c'est là que les compétences en termes de data, en termes du UX design, enfin voilà, on a des équipes digitales qui se sont structurées ces dernières années pour justement répondre à ces enjeux d'usage de nos propres clients et bien entendu toujours en symétrie les usages de nos collaborateurs, puisqu'on ne fait vraiment pas la distinction entre les deux. Et donc ces nouveaux parcours, nous, c'est des vrais sujets d'actualité, de travailler cette omnicanalité et de travailler toujours mieux les parcours et les outils pour nos collaborateurs et nos clients, parce qu'on sait que nos clients, ils ont des attentes fortes en termes de digital, d'instantanéité, d'autonomie sur certaines opérations, certaines actions, et pour autant un besoin fort d'accompagnement en proximité, et donc voilà, de pouvoir jouer sur ces deux axes qui sont excessivement importants, et de donner une expérience la plus satisfaisante en termes digital et proximité pour nos clients. Merci, très clair. Marie, tu as évoqué tout à l'heure le mot inclusion. Juste en parlant de la formation, ça y est, ça veut dire que inclusion, diversité à travers la formation, c'est presque une raison d'être chez vous. Il y a des enjeux institutionnels. Allons plus loin encore que au-delà des 1000 femmes, ce qui est déjà un très beau score. Ouais, merci Vincent. Alors nous, on a la chance, grandeur et malchance, mais d'être une entreprise américaine. Et alors, ils sont très très en avance sur ces sujets-là. C'est-à-dire, au fond, ils peuvent parler de choses, monter des programmes diversifiés. Nous, on ne peut même pas en parler. Pour autant, nous, on a ce modèle dont je vous ai parlé très rapidement, qui est de rendre 1% du temps des collaborateurs, 1% de la solution et 1% des capitaux à la société. Et on a une directrice générale aujourd'hui qui est extrêmement engagée, qui considère que chacun des programmes qu'on fait doivent être tournés vers l'employabilité, plutôt des jeunes si c'est possible, mais pas que, et avec une conscience très forte sur l'équilibre du genre. Et alors, en France, on ne peut certainement pas parler d'ethnicité, mais enfin, au moins d'origine sociale, on peut parler d'origine académique. Donc, avec cette mixité qui est calculée et qui est mesurée. Quel est l'avantage de Salesforce, c'est qu'on fait de la data. Alors, dans une boîte comme ça, on pourrait se dire aussi, qu'est-ce qu'on fait les employés? Si je rejoins un peu la question que tu poses, est-ce qu'il y a une histoire de cordonnier et de plus mal chaussé? Alors moi qui travaille dans des environnements très différents, y compris ici, puisque je reviens avec une certaine nostalgie du cabinet de la ministre il y a 2 ans, c'est une entreprise dans laquelle on voit le monde tel qu'il est. C'est-à-dire c'est pas le CAC 40 aujourd'hui. Salesforce, quand on rentre, et je pense que ça a beaucoup encore changé depuis 5 ans. Et sur la formation, la plateforme dont je vous ai parlé, elle est extrêmement utilisée en interne, et il y a même une certaine émulation, c'est-à-dire évidemment la tech, c'est des publics assez jeunes, et il y a une émulation pour l'utiliser, pour se certifier, pour devenir ranger, qui est un peu un des stades ultimes de la formation. De façon non négligeable, on a tous 5 000 € à utiliser sur l'éducation. Donc votre manager vous dit oui, alors en général c'est pas pour faire du yoga, mais enfin globalement vous êtes assez libre d'estimer là où vous avez besoin de vous former. Et puis on a lancé assez récemment une grande promotion d'apprentis. Alors on est plutôt assez nouveau d'ailleurs là-dessus, parce que les Américains nous avaient toujours refusé de le faire, alors qu'on leur disait mais enfin quand même en France c'est un dispositif particulier. Moi qui viens du gouvernement, je sais qu'on court après l'Allemagne depuis quand même des années. Et alors les Américains ont fini par nous dire non, et ont fini par nous dire pourquoi. Et en fait, ils nous ont dit qu'il était hors de question de prendre quelqu'un, que ce soit en stage ou en apprenti, ce qu'ils associaient un petit peu au stage, sans être certain qu'il y avait un job derrière. Or, personne n'est certain de rien. D'ailleurs, on a parlé du monde VUCA, je crois que c'est la chose la plus rare du monde, maintenant la certitude. Et en fait, on leur a expliqué que d'abord, c'était quand même des stages assez longs, qu'on travaillait sur l'employabilité. C'est là qu'un peu, j'adore quand tu dis équilibre, miroir des attentes et des satisfactions, c'est-à-dire au fond qu'on leur apportait de l'employabilité, que d'avoir Salesforce pendant 18 mois, c'était quand même non négligeable. Et que, par ailleurs, ils iraient grossir le monde de la tech. Bon, ça, je ne sais pas s'ils ont été très sensibles, mais enfin, l'employabilité, ils ont été très sensibles, peut-être aussi aux aides du gouvernement. On en a employé 50. On a relancé aujourd'hui une promotion qui a été décidée d'une 20aine de personnes. Et en fait, je te dis ça parce qu'on ne peut pas concevoir Salesforce en tant que Salesforce. Je veux dire, on conçoit une solution, puis elle est accompagnée par nos partenaires la plupart du temps, et puis développée chez nos clients, puis elle vit chez nos clients, sachant que les gens qui rentrent chez Salesforce, ils restent longtemps chez Salesforce parce qu'en fait, ils prennent une solution, puis l'autre, puis en fait, comme c'est une source de vérité et de data qui est utilisée, en fait, le plus tu l'utilises, le plus tu bénéficies. Et donc, nos partenaires, aujourd'hui, pour vous donner une idée, en fait, quand on vend 1 € de licence, il y a 6,5 € de service autour. Donc, c'est extrêmement important pour nous de se dire que les talents, qu'on les forme, comme je vous le disais dans la première question, mais qui passent par Salesforce et qu'on les forme ensuite, ils viennent irriguer. Et puis, on revient au chiffre qu'on avait, c'est-à-dire 31% des commerçants disent qu'ils ont besoin d'être accompagnés. En fait, je pense demain, c'est 80%. Enfin, j'ai peut-être même c'est 100%. Et donc, en fait, on irrigue de cette manière-là, on forme. Et puis, je crois qu'il faut...
sortir de ce monde de l'exclusion. Je pense qu'on a déjà commencé, mais voilà, l'open innovation, que tout le monde s'en saisisse et que gagnent ceux qui sont les plus dynamiques et les plus positifs et que les gens passent chez Salesforce et qui sortent dans l'économie Salesforce. L'influence, c'est ça. Grandir les marchés, c'est ça. Et je crois que le monde d'après, au fond, c'est ça. C'est pas de garder nos talents comme ça et de leur dire vous formerez qu'à nous. En fait, ça marche pas. Merci beaucoup. En vous écoutant, je constatais que la formation est le terrain de la rencontre et du partenariat de nombreux acteurs, finalement. Et qu'on voit bien qu'on ne peut plus être tout seul à former et que tout le monde s'associe, qu'on soit compétiteur, concurrent, sur toute la chaîne de valeur. C'est assez incroyable. C'est le seul secteur où on peut regrouper beaucoup de gens. J'en veux pour preuve, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, l'Axel n'y est pas encore, mais il y a quand même 3 grandes associations professionnelles du digital, l'Alliance Digitale, la DMA, Data Marketing Association, et le CPA, le collectif pour les métiers du marketing digital, qui sont réunis, ils ont fait un GIE. Tu vois, 1 an et demi, hein, GIE pour... voilà, grand égo, petit égo, hop, GIE, 1 an. Et après, le lancement d'un label, le label Digital Marketing School, qui audite les écoles, les M1 et les M2, en disant, non pas tu as des chercheurs, mais où sont les étudiants en emploi, qui enseignent, et est-ce que tu enseignes les compétences attendues du marché, et ils labellisent et ils offrent du service à ces écoles. Ça prouve tout le sujet. Il nous reste 30 secondes par personne. On avait prévu, si vous avez une baguette magique et que vous pouviez transformer quelque chose dans la formation. Je ne dis pas quelque chose lié au gouvernement, vu notre hôte, mais bon... soyez libre. On commence, Eric. À toi de jouer. Ton coup de baguette magique. Je parlais tout à l'heure de rotation de la connaissance, mais rotation aussi des pratiques. Et la formation est au cœur des enjeux, finalement, pour y accéder. D'une baguette magique, c'est comment on rend... la qualité des formations que peuvent avoir les jeunes étudiants accessibles tout au long du parcours des employés que nous sommes tous, ou finalement des professionnels que nous sommes tous, dans notre langage, adapté à notre contexte. Et donc la notion de personnalisation de la formation, et dans un contexte qui est extrêmement mouvant, c'est un enjeu. Et si j'avais une baguette magique, je poserais la question à ChatGPT, comment on fait pour relever ce challenge? Merci, Géraldine. Moi, je pense que pour évoluer, il faut comprendre. On peut apprendre, mais si on apprend sans comprendre, ça ne va pas très loin. Le job de la Chambre, c'est professionnaliser les dirigeants et leur permettre de prendre leurs décisions en autonomie, transmettre aussi à leurs salariés ces compétences, parce que tout seul, on est très mal accompagné. Et la Chambre, c'est d'être là au bon moment et surtout de les accompagner dans le temps. Puisqu'une chambre de commerce, vous savez qu'elle est là tout le temps, du début. Quand on crée une entreprise, dans les 5 jours pour entreprendre, on parle beaucoup de numérique. Quand on fait de la transmission, on parle beaucoup de numérique. Et quand on a une entreprise en développement, on est aussi à l'international dans le numérique. Donc, comprendre ce qu'on fait pour agir et en compétence. Merci. Marie. Dans la continuité de ce que disait Géraldine, je pense, pareil, on accompagne nos clients, les porteurs de projets tout au long de la vie de leur activité. Et peut-être un des points, c'est, on le voyait dans le baromètre, c'est vrai qu'on a encore quelques clients, en tout cas quelques commerçants et professionnels au sens large, voilà, qui sont peut-être encore un peu réticents et qui ne sont pas encore tout à fait embarqués dans ce process de digitalisation. Donc voilà, la baguette magique, ça serait de trouver peut-être le levier. Alors voilà, on teste beaucoup de choses, les modules, les formations, des webinaires dédiés. Enfin voilà, je pense qu'on a tous à cœur de trouver les bons dispositifs pour aller toucher nos professionnels, pour les acculturer et les sensibiliser au sujet. Donc voilà, la baguette magique, c'est de se dire ce petit maillon qui reste, comment on va aller chercher et qu'on les embarque avec nous dans cette transition. Merci. Merci. Et Vincent, moi je crois que cette baguette magique, on l'a déjà, c'est l'IA. Et c'est celle qui va nous permettre et qui permet à tout le monde d'aller chercher des fonctions qu'on ne savait pas trouver ou qui demandait des heures de formation juste en demandant en français à quelqu'un qui est l'IA.
de vous dire. C'est aussi l'IA et l'expérience qu'on a tous sur ChatGPT. Moi, j'ai trouvé que c'était aussi un extraordinaire stimulateur de curiosité. Moi, j'ai pas eu besoin d'attendre qu'un expert me réponde en droit. Alors, peut-être que la fiabilité était à vérifier, mais enfin, pour ce que je recherchais, ça me permettait d'avancer. J'ai aussi eu des réponses qui m'ont incité à en poser d'autres, à trouver des sources, à avancer. Et ça, je pense que restaurer la curiosité, le temps réel, le pétillement, je pense que c'est assez joyeux. Merci, ne me lance pas sur le sujet, il me reste 23 secondes. Mais suivez-moi sur le sujet, suivez ce qu'on fait. Oui, on a renversé la table. Il y a Sciences Po et les autres. Hein. On interdit, on prend des logiciels pour surveiller. Et nous, on rend tous les contenus des étudiants obligatoires faits avec l'IA. Et on note plus que 50% de livrables, 50% de la note méthodologique, comment tu as travaillé avec l'IA. Soit on les forme à travailler avec, soit ils vont travailler avec sans vous. Et là, ça va être très différent. Mais ça fait partie des... pas les baguettes magiques, mais de la tornade plutôt qu'on va tous subir dans les jours, les semaines à venir.